La Caisse d'épargne Île-de-France, fière de soutenir toutes les femmes, vous présente Sud Radio. Parlons femmes, Judith Belair. Bonjour, Parlons femmes sur Sud Radio, c'est votre moment de force et d'inspiration au féminin du samedi. Femme de science et d'engagement, Laurence Honora est présidente de la société Innovaxium, prof à Supélec. Et puis aussi, vous avez une chaîne YouTube, Laurence, Ideas in Science. Vous nous venez aujourd'hui avec votre livre Uber Eats, tout n'est pas foutu. C'est aux éditions Télémac et vous y partagez les dernières réflexions de ce grand astrophysicien sur la planète, la beauté du vivant, la responsabilité humaine. Voilà, ce que vous nous dites, c'est que l'avenir reste possible si nous choisissons d'agir. Bienvenue Laurence Honora. Merci. Sud Radio, Parlons femmes, Judith Belair. Parlons femmes vous pose des questions, Laurence Honora. La première, quelle femme incarne pour vous le courage sans compromis? S'il y en a une. Ah oui, bien sûr. Je dirais une astronaute. Oui. Et par exemple, Christine Accor, Ouais. c'est une femme qui a effectué 6 sorties extravéhiculaires. Va falloir nous expliquer ce que c'est. Alors, elle est partie dans l'espace Ouais. pour la première fois en 2019. Ouais. Et elle y est retournée plusieurs fois. Ouais. Et là, elle va bientôt partir en février, entre février et avril 26, avec Artemis 2 pour aller sur la Lune. Et alors, cette femme, elle me fascine. Avec Thomas Pesquet, c'est ça? Alors, on ne sait pas On si sait Thomas pas va y s'il y aller, va. j'espère. Lui parlait d'aller se promener sur la face cachée, le côté sombre avec une lampe de poche. C'est une excellente idée. Et je pense que Christina l'accompagnera. C'est incroyable ça. Ouais. Et donc ça veut dire quoi une sortie extravéhiculaire? En l'occurrence, elle est allée réparer des batteries parce que quand on se trouve comme ça là-haut, eh bien, on est sur du technique. Et le technique, bien sûr, ça tombe en panne. Et avant que ça tombe en panne, ça nécessite de la maintenance. Donc cette femme, elle était comme ça, suspendue à un fil, son cordon ombilical en quelque sorte. Dans l'espace, dans le vide, c'est hallucinant. Ah, c'est hallucinant, Ouais, moi je vous le hallucinant. dis. Moi, pour moi qui ai le vertige, c'est la vision du cauchemar absolu. Je sais même pas Mais si en on même temps, peut on ne doit avoir- pas avoir le vertige dans Oui, l'espace. c'est ce que j'allais c'est dire. ça. Parce qu'on n'a pas de repère, donc je ne sais pas vous répondre. Mais en tout Quelle cas, est voilà, la sensation? ça me fascine. Ouais, c'est Vraiment. fascinant. Oui. Est-ce qu'il y a un nom qui a changé votre vie? On sait déjà. Je vais vous dire Uber Eats. Bah voilà. Pourquoi il a changé votre vie, Uber Eats? Avant Uber Eats, je pensais que finalement tout pourrait avoir une fin, qu'on était tous mortels, qu'on avait tous une fin de journée, une fin de carrière, une fin de vie, tout ça. Et depuis Uber, j'ai intégré le fait que le hasard finalement il joue un rôle assez important dans la vie, qu'il entre souvent en scène et que finalement on ne sait pas. Je me dis finalement je ne sais pas. Je sais que je ne sais rien. Un peu, oui, c'est ça. En tout cas, je sais que je sais plus pas vous en tout. savez, moins vous en savez, c'est ça? Plus vous en savez, plus vous voyez l'immensité du savoir. Alors, oui, dans certaines situations, en tout cas pour ce qui concerne le cosmos, pour ce qui concerne l'origine de la vie, notre finitude, là, effectivement, plus on creuse, plus on parle avec Hubert, et plus on se dit, finalement, peut-être qu'il y a quelque chose, on ne sait pas quoi, une intelligence, je ne sais pas laquelle, qui a pu créer cette tellement belle boule bleue que l'on voit quand on est dans l'espace, le Pale Blue Dot, notre Terre. Tellement c'est beau. On se dit que peut-être, on ne sait pas ce que c'est, mais peut-être que c'est quelque chose. Il nous manque Uber Eats, hein? Oui, il nous manque. Beaucoup en ce moment. Hein. Peut-être encore plus après. J'espère pas, mais en tout cas, il nous manque beaucoup, oui. C'est une constante. Est-ce qu'il y a un compliment qu'on fait aux femmes en général, Laurence Honora, qui vous exaspère? Un compliment, alors ça, c'est plutôt positif, mais qui m'exaspère. Oui, quelque chose qui pourrait avoir trait à l'apparence. Par exemple, si on dit « Oh là là, qu'est-ce que tu es jolie quand tu souris ?» Moi, j'aime bien « Qu'est-ce que tu es jolie tout court ?» Ouais, je suis d'accord. Ou alors « Qu'est-ce que tu es forte quand tu nous fais telle Vous démonstration ?» pourriez aussi vous dire « T'es belle quand tu fais la gueule ?» Oui, ben c'est ça me plairait beaucoup plus. Est-ce que être une femme, ça a ajouté quelque chose à votre caractère? À mon caractère. Alors moi, je suis une enthousiaste, Ouais. ça c'est clair, et une enthousiaste exigeante, on va dire. J'aime bien la beauté, et j'aime bien aussi l'exactitude. Alors si je n'avais pas été une femme, est-ce que j'aurais été différente? Honnêtement, je n'ai pas la réponse. Peut-être. C'est peut-être pas une histoire de genre, finalement. Pour moi, je pense pas, mais peut-être pour certaines personnes. En tout cas, moi, je le ressens pas comme ça. Si vous pouviez offrir un super pouvoir aux femmes dans le monde? À se téléporter.
Ouais. Oui, la téléportation. Le don d'ubiquité. En tout cas, la téléportation. Il y a quelque chose qui leur plaît pas, là, hop, elles ne sont plus là déjà. Ah, c'est pas mal pour la protection, ça je vois très bien. C'est quelque chose d'instantané. Ouais, je suis d'accord. Même psychologiquement. Ça réglerait pas mal de problèmes. Oui, c'est ça. Selon vous, Laurence Honorat, le patriarcat, ça se combat ou ça se contourne? Ça n'existe pas pour moi. C'est une légende. Okay. J'espère que c'est devenu une légende. Ça n'a tellement pas de sens. J'espère que ça va le devenir en tout cas. Peut-être dans votre milieu. J'espère que ça va devenir en tout cas une légende. Ouais. Parce que ça n'a tellement aucun fondement. Aucun fondement. Enfin, pourtant, c'est là depuis... Oui, je sais. Mais depuis 1960, quelque chose, ça va déjà beaucoup mieux. Ouais. Dans l'ouvrage d'Hubert, je parle à un moment de la période 1960, par là, où les femmes ne pouvaient même pas signer un contrat. Un chèque. Oui, c'est ça. Avoir un compte en banque. Exactement. Trouver un travail, signer un contrat de travail. Sans l'autorisation du mari. Exactement. Acheter un bien immobilier, c'était même pas la peine d'imaginer. Valait mieux ne pas se marier. Ouais, c'est ça. Et encore, je sais pas si ça a changé les choses. Je ne sais pas comment ça fonctionnait. Allez, ça fait 2 ans qu'il a disparu, Hubert Reeves. Je rappelle votre livre, Hubert Reeves, Tout n'est pas foutu. C'est un ouvrage vraiment humain, lumineux, c'est à son image, quoi. Merci, c'est ce que j'ai essayé de faire. Alors moi, je l'ai un peu connu, donc je l'ai retrouvé. Ah, merci. On entend son accent. Oui, ça c'est un incontournable. On ne peut pas parler d'Hubert sans parler de la voix d'Hubert qui roulait les airs comme ça. Alors on peut dire à la manière d'un Bourguignon, si on veut rester français, ou bien sûr à la manière d'un Québécois. Une voix qu'on aurait reconnue parmi tant d'autres et qui faisait qu'on avait vraiment plaisir à l'écouter. C'était un grand conteur. Comment vous pensez qu'il réagirait si il avait votre livre dans les mains? Alors, un ami qui est un ami commun, l'astronaute Jean-François Clairvoy. Je reviens sur les astronautes. Mais un monsieur cette fois. J'adore parler d'étoiles et d'espace, ça me va très bien. Voilà, on y est en plein. Jean-François Clairvoy m'a dit, très récemment, message qu'il m'a envoyé, je crois que c'était avant-hier, il m'a dit, tu sais, si Hubert avait ton livre dans les mains, eh ben, en fait, il ferait des millions de sourires et il pleurerait, parce que c'est trop beau. Et voilà, il m'a dit qu'il serait tellement content. C'est très émouvant. J'espère que c'est ça. C'est vraiment, ça marche. C'est vrai. C'est à la fois un portrait intime de lui, c'est aussi un testament spirituel un peu. Oui. Hein? Et puis c'est une leçon d'espérance, c'est ça qu'il nous disait toujours, c'était d'espérer quoi. Oui. Que en fait rien ne s'arrête. Vous avez rien à ajouter là? Je vous vois. C'est un peu suspendu en fait comme phrase. Oui, c'est un assemblage. Et en fait, ce que j'ai voulu de ce portrait, c'est que ce soit un portrait polyphonique. Parce que Hubert n'était pas seulement un scientifique. Bien sûr. C'était un poète. C'était incroyable la diversité. Il aimait les plantes. Oui, complètement. Et alors, pour cette œuvre polyphonique, pour qu'elle soit rendue dans son état, j'ai pris le parti d'interviewer des personnes qui l'ont aimé, qui l'ont connu, plus ou moins d'ailleurs, des personnes de son âge, des personnes toutes jeunes aussi. Et j'ai pu avoir une vision comme ça qui le décrit du plus près, le plus près possible, le mieux possible. Je voulais pas que ce soit ma seule vision. C'était tellement restrictif, même si je l'ai bien connu. Alors, ce titre, Tout n'est pas foutu, ça vient de sa phrase. Il disait, lui, tant qu'il y aura des êtres humains pour aimer, réfléchir et s'émerveiller, tout n'est pas foutu. Aussi. Alors, foutu, c'est un mot familier, direct, populaire. Mais finalement, c'est aussi ce qui exprime le point à la ligne, en fait, j'ai envie de dire. À l'ouverture, c'est-à-dire le départ d'autre chose, quoi. Oui, d'abord, c'est le point d'exclamation. C'est « tout n'est pas foutu, allez, on y va ». Et on apprend en marchant. En fait, Hubert parlait souvent du putain de facteur humain. Et ce putain de facteur humain, pour le résumer, c'est le titre d'un de ses livres. C'est un titre qui est « Là où croit le péril, croit aussi ce qui sauve ». Et c'était un vers emprunté d'un poète qui s'appelle Hölderlin. Et Hubert se disait, l'homme, il a été intelligent jusqu'à fabriquer la bombe nucléaire. Il a eu ce génie d'arriver à cette conception technique, quand même relativement poussée. Et il ne peut pas continuer dans ce sens et détruire cette belle planète sur laquelle il est assis. Alors, il va avoir l'intelligence d'aller au-delà et de se dire, cessons tout cela. Et il parle de putain de facteur humain parce que c'est quelque chose qui est en nous. Dans la période actuelle, quand on entend parler il y a quelques semaines de Monsieur Trump qui recommence les essais parce qu'il dit que les autres l'en font et puis que la Russie elle s'y remet, etc. C'est un peu flippant quand même. On se dit que là vraiment, je répète, on aurait besoin de lui. Oui, en tout cas, si vous voulez parler de Trump, il y a plein d'essais qu'il fait, qu'il faudrait vraiment ne pas jamais essayer, ne jamais tenter ou retenter. Mais Hubert serait fou
Foudrage. Ça, c'est clair, j'en suis absolument certaine. Il l'était déjà il y a quelques années, mais il ne pensait pas que ça recommencerait. Si on avait dû lui poser la question, il penserait que c'était un point, justement, et pas 3 petits points. Donc, il arriverait à trouver quand même de la positivité dans tout ça. Il arrivait toujours à trouver quelque chose de positif. Il se disait, en l'homme, il y a on va dire des défauts, des choses qui sont vraiment à oublier, à chasser, mais quelque part, il faut pas punir, il faut être tolérant et il faut se dire que avec de la joie, de l'émerveillement, du positif, on peut toujours arriver à trouver une issue, même dans des situations qu'on peut qualifier comme terribles. Inextricables, ouais. Oui, complètement. Alors je disais un testament spirituel tout à l'heure parce que c'est pas qu'une biographie classique, c'est vraiment une transmission. Vous voulez continuer à le faire parler, quoi. Alors en fait, il continue déjà de parler. Il nous a laissé un héritage absolument fantastique, une 40aine de livres, tout autant, même certainement plus d'enregistrements vidéo, de conférences qu'il a faites, absolument incroyables. Et puis les jeunes prennent la parole. Il y a beaucoup d'astrophysiciennes et d'astrophysiciens qui le sont parce que quand ils étaient plus jeunes, ils ont lu Patience dans l'azur, ils ont lu Poussière d'étoiles, et à partir de ce moment-là, ils ont voulu devenir comme Hubert. Et ils le sont devenus comme Hubert. Et alors, ils essaient aussi d'imiter, parce que c'est tellement réussi, sa façon de transmettre la science, mais de transmettre en général aux générations qui viennent. Donc la voix d'Hubert continue de porter, et de façon très symbolique, on a des lieux, comme par exemple la bibliothèque de l'Université de Montréal, qui a donné son nom à Hubert, de nombreux lieux comme ça, qui veulent faire perdurer son nom, bien sûr, mais que son message d'espoir toujours, et on va dire, de posture de vie, de façon d'être, puisse se propager et grandir. Il s'est créé son immortalité, Hubert Reeves. Je pense, les autres s'en occupent. Voilà. Les autres s'en occupent maintenant. Parlons Femmes revient sur Sud Radio avec la présidente de la société Innovaxium, prof à Supélec, Laurence Honora, et son livre Hubert Reeves, Tout n'est pas foutu, aux éditions Télémac. Vous restez avec nous sur Toi tout de suite. La Caisse d'épargne Île-de-France, fière de soutenir toutes les femmes, vous présente Sud Radio. Parlons Femmes, Judith Belair. Parlons Femmes sur Sud Radio et parlons vrai avec Laurence Honora, qui est présidente de la société Innovaxium, prof à Supélec. Vous avez aussi, Laurence, une chaîne YouTube Ideas in Science, et vous nous venez avec votre livre Hubert Reeves, Tout n'est pas foutu. C'est aux éditions Télémac et je le recommande. Pour vous rappeler qui c'était Hubert Reeves, c'était un grand astrophysicien qui a fait rêver plus d'une génération et qui nous a donné de l'espoir à tous, même dans les moments les plus difficiles, les plus sombres. Avant de continuer sur lui, Laurence, je vais quand même vous parler de votre métier parce que vous êtes ingénieur et c'est pas rien quand on est une femme aujourd'hui. Puisque on en entend beaucoup parler, il y a un vrai manque en fait de jeunes filles qui se lancent dans cette voie, peut-être parfois par sentiment d'imposture ou parce qu'on leur montre pas le chemin, que ça soit vers l'ingénierie ou d'ailleurs l'astrophysique ou quel que soit d'ailleurs le sujet. Il y a un vrai sujet là-dessus. Comment ça se fait? Est-ce que vous pensez qu'on c'est en train d'évoluer et comment il faut faire en fait pour donner envie aussi aux jeunes filles de s'orienter dans ces carrières-là? Alors moi je suis pas ingénieure, je reprends là-dessus, mais par contre j'ai fait des sciences. J'ai appris les sciences physiques, j'ai commencé par faire des mathématiques, mais je n'ai pas le titre d'ingénieur. Cela dit, j'ai toujours travaillé par contre avec des ingénieurs. Alors pourquoi j'ai vu partout sur le web que vous êtes ingénieur? Je ne sais pas, okay. il faut corriger. Il va falloir corriger le web. Ça va corriger le web. Mais en tout cas, peut-être que vous avez vu que je donnais des cours aux élèves de Centrale Supélec qui eux-mêmes sont ingénieurs. C'est peut-être comme ça. Dans tous les cas, moi j'ai l'impression qu'au départ, les filles ne sont pas attirées par la science. Moi je me souviens, après mon baccalauréat à l'université, on avait peut-être 5% de l'effectif qui était un effectif féminin. Mais je vous parle de ça fait pas un demi-siècle, mais ça fait 30 ans, donc ça fait très longtemps. Les choses, bien heureusement, ont changé, mais pas suffisamment pour arriver à la parité. Donc si on retourne sur notre affaire d'astronautes, puisque je parlais des femmes astronautes, vers les années 1990 à peu près, c'était un peu la catastrophe. On avait moins de 10% de femmes qui étaient astronautes. Là, on en a une centaine qui sont à peu près 100 qui sont allés dans l'espace, contre 500 et quelques hommes allés dans l'espace. Mais là, maintenant, les équipages qui viennent sont des équipages où on a pratiquement tout le temps la parité. Ça, c'est sympa. C'est une très bonne nouvelle et ça va continuer dans ce sens, je l'espère. En tout cas, je crois que les femmes, au départ, elles n'ont pas spontanément
se dirigent pas spontanément vers les sciences. Et je pense que c'est vraiment une question d'éducation quand elles sont toutes petites, parce qu'on leur donne à penser que finalement, il y a des choses qui sont pour les garçons et des choses qui sont pour les filles, ce qui est complètement absurde, mais vraiment totalement. Il n'y a aucune distinction à faire dans les goûts, les couleurs. Et je crois que c'est vraiment cette base qu'on leur donne, en tout cas en France. En tout cas en France, parce que c'est pas partout comme ça, fort heureusement. Alors c'est moins vrai dans les pays anglo-saxons, en fait. Exactement. Et également, c'est moins vrai en Asie. Côté Asie. Oui, c'est ça. Donc j'espère que ça va cesser, parce que ça n'a vraiment tellement pas de sens. Finalement, pour revenir sur Hubert Reeves, c'était un homme total. Allons-y. C'est vrai, non? Allons-y. C'était un grand, faut le dire, un grand astrophysicien qui a fait une thèse en astrophysique nucléaire, donc c'est quand même pas rien. Il a vraiment fait avancer la science, notamment dans le domaine de la nucléosynthèse primordiale. Qu'est-ce que c'est la nucléosynthèse primordiale? Alors, on va dire, pour simplifier, il nous a aidé à comprendre comment ça s'est passé aux tout premiers instants de l'univers et comment ça continue de se passer un peu après. On va résumer comme ça. Et il aime bien reprendre l'expression de Carl Sagan, « Nous sommes tous des poussières d'étoiles ». Et ça va très très bien avec ses recherches, cette phrase-là. Et c'est de la poésie aussi. Exactement. Donc en fait, il a toujours été aussi poète, avec sa cousine préférée de 7 mois, sa cadette. On peut pas ne pas la citer, Madeleine Caron. Bien sûr. Ils écoutaient de la musique toujours, et puis ils lisaient du Paul Éluard. Ils adoraient vraiment la poésie tous les deux. Si bien que Madeleine était persuadée qu'il n'allait pas faire de sciences, qu'il allait se diriger vers la philosophie, vers la musique, vers quelque chose qui n'avait rien à voir avec les sciences dures. Voilà. Mais bon, les mathématiques, il en était vraiment amoureux. Il était très fort en mathématiques, Hubert. Et c'est ça qui l'a porté et qui l'a amené à faire de l'astrophysique plutôt que de la botanique, parce qu'il adorait ça aussi. Il adorait la botanique aussi. Il avait une maison incroyable à Malicorne, où il y avait des rencontres de gens qui venaient comme ça, et où effectivement on parlait d'étoiles, de poésie et de botanique. C'est ça. Et il avait été initié très tôt par le père Louis-Marie, qui était... disons, un très très bon ami de sa maman, même peut-être bien au-delà, d'après quelques témoignages. Oui, si bien que Hubert, pendant longtemps, a pensé qu'il était à espérer, on va dire. Qu'il était fils de prêtre. Oui, mais qu'il était le fils du père Louis-Marie. J'adore. Mais vraiment, vraiment. Et il était avec sa petite loupe, le père Louis-Marie, et il se promenait dans la forêt avec Hubert. Il lui montrait les petites plantes, les petites bêtes, tout ce qu'on pouvait voir. Hubert était complètement fasciné. Et durant des années, toujours, il n'a eu de cesse de planter des fleurs, de planter des arbres. Et il savait que ces arbres qu'il plantait, magnifiques, géants, allaient lui... aller vivre au-delà de sa propre existence, donc une sorte de prolongement. Il y a certains chênes qui vont jusqu'à 1000 ans, facile. Oui, c'est ça. Et il en a dans sa maison de Malicorne, justement. Alors, ce que vous mettez en lumière, Laurence Honorat, c'est aussi que cette idée que la beauté du monde, c'est un moteur d'engagement, quoi. Complètement. La beauté en général. Oui, c'est une source d'énergie. Je pense qu'on a besoin vraiment tous de puiser de l'énergie quelque part. C'est une forme de résistance, quoi, l'émerveillement, en fait. Oui, c'est une forme aussi de retour et de retour à notre fragilité. Parce que quand on s'émerveille, c'est parce qu'on est fragile. Quand on regarde la Terre vue du ciel, il y a certains astronautes, dont Jean-François Clairvoy, qui en pleurent. Parce que tellement c'est beau. Et ça nous ramène à nos propres racines, parce qu'il n'y a pas de plan B, en fait. On est sur cette planète, on est vraiment censé y rester, on va certainement le faire. Et nos racines, elles sont profondément terriennes, terrestres. Finalement, on n'a pas à être inquiet pour la Terre, on est inquiet un peu pour l'humanité en ce moment. Parce que la Terre, elle va nous perdre, elle va rester là, quoi. Mais complètement. Ouais. Si on disparaît complètement, la Terre se portera bien mieux, d'ailleurs. C'est ça. Complètement. Donc très étonnant. C'est pour l'humanité. Finalement, c'est l'humanité, oui, bien sûr, le problème. Pour rebondir sur ce que vous disiez sur cet astronaute qui pleure en regardant la boule bleue, Reeves, il disait aussi que la contemplation des étoiles nous aide à mieux aimer la Terre. C'est toujours la même chose, c'est-à-dire découvrir la beauté et regarder en l'air, ça nous permet de savoir qu'on est bien là où on est, quoi. Oui, et puis ça ouvre une porte au rêve. Hubert aimait dire « les salles de concert sont mes églises ». Il avait besoin du ciel pour rêver, et sitôt qu'il n'arrivait plus à voir au-delà de l'horizon observable, parce qu'à un moment donné, on n'y voit plus. Nos yeux, nos télescopes, tous les moyens techniques dont on dispose ne sont pas forcément à la hauteur de ce qu'on attend, en tout cas de notre imagination, de notre rêve, de nos interrogations. Et donc Hubert
ce qu'il faisait, c'est qu'il écoutait de la musique. Et il se réfugiait là-dedans, et ça lui permettait de voir au-delà. Et le ciel, quand il le regardait, il aimait bien écouter aussi de la musique, et ça le faisait rêver. Au-delà des aspects évidemment complètement scientifiques. C'était une autre porte pour lui. Ce qui est très intéressant dans ce que vous nous dites et dans ce qu'il disait lui-même, c'est que finalement on est détenteur de nos destins. C'est-à-dire que la connaissance, la coopération humaine, ça peut inverser la tendance un peu catastrophique où on est en ce moment, on peut le dire. Hein. Ah mais complètement, parce que savoir, c'est comprendre, c'est être en mesure de prendre des décisions, de ne pas être suiveur, mais d'être à l'initiative de ce qu'on pense être plus dans le bon sens, on va dire, d'une manière générale. Et puis l'esprit critique. Hubert n'était pas du tout un battant au sens où il détestait l'agressivité, mais vraiment. Donc il détestait aussi la controverse. Mais par contre, il faisait vraiment l'apologie de l'esprit critique. C'est parce à qu'on a le droit de pas enseigner. être d'accord aussi. Hein. Mais c'est d'ailleurs c'est même recommandé. Complètement. Le débat. Le débat constructif sans hurlement, etc. C'est ça, le débat, le vrai débat. Parce qu'aujourd'hui, c'est compliqué aussi. Le livre, il s'achève sur une note de continuité, finalement. Alors, il y a des témoignages, hein, Jean Audouze, Jean-Pierre Luminet, Michel Tonini, il y a sa famille aussi qui rappelle que son influence, elle va traverser les générations. C'est aussi ça que vous voulez nous transmettre. Hein, vous, Laurence, c'est que la science, elle n'est pas froide, elle n'est pas détachée, elle fait partie de nous. Et en fait, ça peut perdurer comme ça. Enfin, c'est une parole qui peut traverser des générations, quoi. Encore beaucoup de générations. Oui, déjà, vraiment, avoir à l'esprit que la science, elle n'est jamais définitive. Comme j'aimerais bien dire, rien n'est définitif, en fait. Et on ne doit pas attendre de la science des réponses. On doit attendre de la science, effectivement, des réponses, mais des réponses précaires. On a surtout à attendre de la science des questions nouvelles. Mais pour ce qu'on a compris, la science est rassurante, elle est belle. Il ne faut pas être exigeant trop par rapport à la science. La science n'est pas la vérité. La science, c'est ce que l'on sait, ce que les équations nous permettent de comprendre, tenter, mais c'est un éternel recommencement, renouvellement. C'est une grande ouverture, la science. Et ça permet vraiment de s'aimer aussi. Parce qu'on n'est pas dans une discussion sans contenu, en fait. Bien sûr. On a des bases, et à partir de ces bases, on peut s'exprimer et prendre des décisions éclairées. Finalement, vous êtes une passeuse, Laurence Honorat. Alors, d'énergie d'abord. Ouais. D'énergie, d'intensité. Et puis, je crois que comme Hubert, c'était un point commun que nous avions. J'aime la vie. Quand vous allez parler à vos élèves, c'est quoi la première chose que vous avez envie qu'ils retiennent ? Et ça sera la question de la fin. Ce que me dit le docteur Xavier Emmanuelli, qui est aussi un ami, c'est allez, on y va. Eh ben, alors, allons-y. Merci beaucoup. Allons-y. Merci. Merci beaucoup, Laurence Honorat. Ça fait rêver les étoiles. Et il faut continuer à rêver, c'est ça le message aussi. Hein. Votre livre, Hubert Reeves, Tout n'est pas foutu, il est sorti aux éditions Télémac, je le recommande. Vraiment, découvrez Hubert Reeves si vous ne connaissez pas. Ça fait du bien. Et puis, ça donne de la perspective. Parlons femmes sur Sud Radio, c'est terminé. On se retrouve samedi prochain à 13h30. Et puis demain, n'oubliez pas, 19h pour cet excellent. Merci à Juju Delmas à la réalisation. Et puis moi, je vous embrasse. Bye bye. Sud Radio, Parlons femmes, Judith Belair. Avec la Caisse d'épargne Île-de-France, fière de soutenir toutes les femmes.